Bonsoir à tous, ça va Eddy? Je n'irai pas plus loin là-haut, hélas. Voilà, juste en quelques mots, vous souhaitez la bienvenue. Merci Madame l'ambassadrice d'être parmi nous, Monsieur le ministre, Monsieur le vice-président de l'UNL, que j'ai repéré dans le rang. C'est une grande joie pour nous de recevoir Jean-Marc Chataignier pour la deuxième fois à Laos en 2 ans. Pas peu. Jean-Marc Chataignier est donc directeur général délégué de l'Institut de la recherche pour le développement, l'IRD, qui nous vient donc de Marseille, après un passage par le Cambodge, qui nous fait la sympathie donc, de s'arrêter à Vientiane pour à peine 48 heures, un voyage top chrono et un agenda très serré. Voilà, donc ce soir, il nous propose une présentation sur le thème des nouveaux enjeux pour le développement durable, des enjeux liés également à la recherche. Donc, fonds de commerce, si je puis dire, de notre institut, l'IRD, très bien représenté au Laos, je le disais ce midi, mais c'est vrai que nous avons ici une implantation assez bien dotée en chercheurs. J'en vois de nombreux parmi nous ce soir. Merci à tous d'être là. Voilà, donc la traduction est assurée en lao pour ceux qui ont besoin. Il y a des casques sur la plupart des sièges. Si vous n'en avez pas, c'est encore le moment de vous en procurer un. Après cette présentation, l'IRD donc invite l'audience à continuer le débat autour d'un verre dans les jardins. J'espère que la météo sera avec nous. Voilà, très bonne soirée. Merci encore d'être venu jusqu'à nous. Et la parole est à vous. Merci beaucoup, monsieur le conseiller de coopération. Bonsoir à tous et à tous, chers amis, madame l'ambassadrice, messieurs les ministres, vous me faites l'honneur avant d'être là. Donc je vais maintenant vous faire cette petite présentation sur, pour moi, un enjeu crucial, essentiel, qui est un enjeu transformationnel de notre monde d'aujourd'hui. Un changement de nos modes de vie, de nos modes de consommation. Si nous voulons, si nous souhaitons que nos civilisations, et je parle bien au pluriel, donc les différentes civilisations qui composent cette planète, puissent continuer à y vivre en paix, en progrès, en développement, avec accès à un certain nombre de services de santé, d'éducation, dans le respect aussi de l'environnement qui nous entoure. Donc je vais vous parler de ces enjeux. J'espère que je vais bien le faire. Je vous présente par avance mes excuses si parfois ma parole fourche. Il y a un petit état de fatigue lié à l'intense mais passionnant programme qui avait été préparé par le remarquable représentant de l'IRD au Laos, Marc Souris, par les différentes rencontres que j'ai pu avoir avec les uns et les autres, qui m'ont permis aussi d'enrichir ma connaissance de votre pays et de cette merveilleuse région. Donc je vais vous présenter maintenant cet exposé sur les nouveaux enjeux du développement durable en 3 temps. D'abord des éléments de contexte. Dans quel contexte nous situons-nous? Pourquoi devons-nous agir? Pourquoi il est important que nous agissions pour notre planète en ce moment même? Et que se passerait-il, que peut-il se passer si nous ne faisons rien? Le deuxième élément de mon intervention portera sur les nouveautés, les enjeux, les lacunes aussi de l'agenda 2030, donc qui est l'agenda développement durable, qui est l'agenda des 17 objectifs du développement durable qui ont été adoptés à New York au mois de septembre dernier, en 2015, donc pour les 15 années qui viennent. Et donc cet agenda comporte aussi des lacunes, des problèmes, des difficultés, et je vous en toucherai aussi quelques mots. Et enfin, last but not least, bien entendu, la science, la recherche, la connaissance scientifique a un rôle crucial, fondamental, à jouer dans la mise en œuvre de cet agenda transformationnel. Nous ne pourrons pas nous contenter de la seule volonté politique, nous ne pourrons pas nous contenter de la seule opinion populaire. Il faut que nous agissions de façon coordonnée, tous les acteurs qui sont concernés, les États, les sociétés civiles, les universitaires, les chercheurs, les entreprises, le secteur privé. Il faut que nous agissions conjointement. Donc c'est aussi des nouveaux modes de faire et d'action que nous devons mettre en œuvre. Donc le 21e siècle, pour moi, c'est
sans doute un petit peu vite résumé, c'est le XXIe siècle, c'est le siècle du nouveau désordre international, structurant. Alors avec un certain nombre de choses qui sont rappelées sur cette diapositive. Nos sociétés sont devenues des manufactures à risque. L'homme, et c'est une grande nouveauté dans les 2 siècles derniers, produit maintenant ses propres risques. Nous sommes capables de produire, de fabriquer, par exemple les industries nucléaires ou les industries chimiques, qui peuvent entraîner elles-mêmes des catastrophes. Donc nous avons toujours subi, bien sûr, tout au long de l'histoire humaine, un certain nombre de catastrophes, mais pour la première fois dans l'histoire humaine, nous sommes capables de les produire et pas nécessairement de les contrôler. Il y a multiplication des crises de toute nature et perception d'une insécurité globale croissante. Nous vivons dans un sentiment d'insécurité. Alors, je voudrais quand même apporter sur ce point un tout petit bémol, d'ailleurs qui m'a été rappelé hier matin même par Didier Fonteny au Laos. Bien sûr, il ne faut pas non plus céder à un sentiment au Cambodge. Il ne faut pas céder, bien entendu, à un sentiment de catastrophisme. Nous avons une perception des menaces, des crises qui nous entourent, mais des crises autrement plus majeures, des crises majeures, nous en avons déjà connues dans notre histoire. Regardons un petit peu ce qui s'est passé du temps des grandes épidémies au Moyen-Âge, l'épidémie de peste qui a ravagé l'Europe au XIIIe, XIVe siècle. Il y a entre 1 tiers et 50% de la population européenne qui a disparu à ce moment-là. Donc le sentiment que nous pouvons avoir, c'est aussi que, bien sûr, il y a des crises, il y a des menaces, mais elles ont aussi toujours existé dans notre histoire, et l'homme a toujours réussi à s'adapter. Mais cette confiance aussi doit être quand même un tout petit peu relativisée. Question donc liée bien sûr à des questions de nature politique, avec des questions de privatisation des États, à travers des trafics de drogue et d'armes. Vous ne le savez sans doute pas, mais l'une des zones les plus dangereuses au monde actuellement, si vous voulez y voyager, c'est l'Amérique centrale. Le taux d'homicide y est parmi les plus élevés au monde. Allez au Nicaragua, au Guatemala, au Mexique et au Venezuela. Et c'est là que vous courez vraiment le risque le plus élevé d'homicide. Et pas nécessairement en Afrique, au Nigeria, et pas nécessairement en Afrique du Sud, et pas nécessairement dans d'autres pays dont on vous parle beaucoup plus souvent. Aussi, petite parenthèse optimiste par rapport à ce que je disais du catastrophisme, le taux d'homicide, le taux moyen d'homicide au niveau mondial, sur tous les continents, ne cesse de diminuer. Le nombre de morts violentes que nous commettons, que les humains commettent entre eux, ne cesse de diminuer. Un certain nombre de choses, bien sûr, de facteurs qui doivent être pris en considération. Des structures supranationales qui sont en déclin, qui sont contestées. On le voit bien au niveau européen, vous l'avez vu, et on le voit bien avec le Brexit qui vient de se produire. Mais aussi des contestations des ordres supranationaux comme l'ONU, qui a bien du mal à faire entendre sa parole. Des tentations de repli identitaire, des nationalismes qui sont forts. Alors je m'engage un peu là-dessus, je dépasse peut-être un petit peu ma simple vocation de directeur général de l'IRD. Mais le nationalisme, c'est quand même l'idéologie du pauvre, c'est l'idéologie de la misère, c'est la dernière idéologie quand vous n'avez plus les autres. Et il ne faut pas oublier que le nationalisme, qui parfois se présente sous des oripeaux sympathiques, en disant les uns les autres, nationalistes entre pays, nous nous entendrons, les nationalistes en question ont quand même provoqué au XXe siècle 2 guerres mondiales qui ont eu des conséquences absolument catastrophiques au point de vue humain. Et donc, un monde qui serait uniquement dirigé par des nationalistes dans leurs pays respectifs, j'aurais quelques inquiétudes. Je ne citerai bien sûr aucun nom. Retour de l'extrémisme religieux, du religieux, le facteur religieux, bien entendu, est quelque chose aussi qu'on peut prendre qu'on doit prendre en question. Le religieux, on pensait qu'il était mort au XXe siècle, le religieux, il est toujours là. Et il faut bien sûr nécessairement le prendre en compte. Propagation des maladies émergentes, alors je ne sais pas, accélérée par les changements environnementaux plutôt que par le seul réchauffement climatique, mais en tout cas des changements environnementaux qui induisent
des risques de maladies émergentes plus forts. Et ça, c'est un point dont on a discuté ici au Laos avec le ministre de la Santé. Et c'est clair que la question des enjeux sanitaires du Laos, bien sûr, concerne en premier lieu le Laos. Et c'est vrai qu'il y a un effort énorme de solidarité que nous devons avoir pour améliorer l'état de santé des populations laotiennes et pour, d'ailleurs plus largement, améliorer l'état de santé des populations du Vietnam, du Cambodge, du Laos et de toute cette partie d'Asie du Sud-Est. Mais les enjeux sanitaires qu'il y a derrière sont aussi des enjeux beaucoup plus globaux, avec des enjeux, par exemple, on en parlait ce matin avec Eric Flotlot, qui est notre conseiller régional santé, de résistance aux antibiotiques, qui constitue un risque pour l'ensemble de notre planète si ces phénomènes se diffusent en Europe, aux États-Unis ou dans le monde occidental ou partout ailleurs, avec des résistances aux traitements anti-paludéens, qui sont parmi les plus forts au monde. Si jamais des phénomènes de résistance que nous constatons dans certaines zones de frontières, je prends entre le Cambodge et la Thaïlande, se diffusent, se multiplient, les risques de remise en cause de dizaines d'années de traitements antipaludéens en Afrique sont absolument considérables. Les problèmes de résistance des moustiques aux insecticides. Donc il y a toute une série de phénomènes locaux ici dans cette région. Je ne parle même pas des menaces de démarrage de grippe aviaire et d'épidémies de grippe aviaire, avec des recompositions qui pourraient aussi avoir des impacts terribles. Donc l'enjeu sanitaire, bien sûr, il existe dans votre pays, pour les habitants du Laos, dans la région, mais plus globalement, il est un bien public collectif ou un mal collectif public collectif que nous devons gérer absolument ensemble. Tout cela, bien sûr, c'est dans un contexte où il y a eu considérable progrès scientifique et technologique. Donc ça, je ne le nie pas, il ne faut pas le nier. Tout ça, c'est pour préserver ce que nous sommes en train d'acquérir, c'est-à-dire tous les progrès que nous sommes en train de faire, en particulier dans les 2 derniers siècles. Il n'y a jamais eu autant de gens bien soignés, de gens bien éduqués, de gens qui sont sortis de la pauvreté qu'actuellement. Donc ça, ce sont des enjeux de préservation aussi de ces acquis que nous devons avoir dans la mise en œuvre de l'agenda du développement durable. Tout cela dans un monde, alors ne l'oublions pas, et j'y insiste beaucoup, parce que le monde d'aujourd'hui ne ressemble plus du tout au monde d'hier, mais il ne ressemble plus du tout au monde d'il y a 1 heure, et il ne ressemble plus du tout au monde d'il y a 5 minutes. L'accélération du progrès technologique ce dernier siècle, automobiles, téléviseurs, PC, informatique, réseaux sociaux, transmission d'informations. L'information est immédiate. On sait immédiatement ce qui se passe à l'autre bout du monde. Cette conférence, elle est filmée probablement par certains et elle est diffusée en ce moment même aux États-Unis. Voilà, on sait partout ce qui se passe. Et donc nous sommes aussi dans une ère d'hyper-information, d'hyper-communication, d'hyper-instantanéité. Et on perd le recul nécessaire, parce que quand on est submergé par cette information, les réactions des gouvernants et des hommes politiques et des femmes politiques que j'ai pu connaître, c'est aussi de réagir dans l'instantanéité, de perdre le recul. Et donc la nécessité d'avoir ce recul aussi, et c'est un petit peu pour ça qu'on essaie aussi de faire ces exposés, est aussi absolument nécessaire. Monde d'hyper-fragilité, parce qu'il y a des endroits extrêmement sensibles, des zones de fragilité, qui se sont développés, où les États ont perdu leur pouvoir, leur responsabilité. Je pense à certaines zones du Sahel, où c'est extrêmement compliqué de lutter contre des mouvements terroristes comme AQMI ou Boko Haram. Je pense bien sûr au Moyen-Orient, avec l'effondrement de certains États comme l'Irak, qui ont été détruits en 2003, soyons clairs, par l'invasion américaine et anglaise et ce qui s'en est suivi. Et donc on est dans un monde où on doit vivre dans cette fragilité transmissible et simultanée, et dans lequel nous sommes forcément tous concernés par ce qui se passe à tous les endroits de la planète en ce moment. Je ne peux pas être insensible à ce qui peut se passer tout en habitant à Marseille, je ne peux pas être insensible à ce qui se passe ici à Vientiane, et je ne peux pas être insensible à ce qui se passe au Guatemala. On me dit de ralentir peut-être mon rythme de communication. Donc, pour la traduction, donc je vais essayer de le faire tranquillement. Effet papillon.
juste au passage, c'est juste un élément de réflexion qui me semble important, notamment pour pouvoir prendre un petit peu de recul. Et l'effet papillon, vous savez tout ce que c'est le battement supplémentaire d'un papillon qui serait produit il y a peut-être 2 milliards d'années et qui fait que vous et moi, on est peut-être là aujourd'hui en train de parler ensemble et que si ce papillon n'avait pas été là à ce moment-là, on serait peut-être pas là en train en ce moment de se parler. L'effet papillon, il est quand même aussi très contemporain, très actuel dans les relations internationales. Et ça, je vais vous donner un exemple. Je pense qu'il est important parce qu'il est aussi important dans la réflexion qu'on peut avoir dans les relations internationales et dans ce que peuvent faire les États et dans ce que peuvent décider les États. C'est par exemple la naissance de Daesh. Daesh, je vais être très franc avec vous, c'est le fils du président Bush. Parce que sans l'intervention du président Bush en Irak, en 2003, jamais Daesh n'aurait émergé. Jamais l'Irak ne serait effondré, jamais ce mouvement n'aurait connu, le développement qu'il a connu ensuite, je ne rentre pas dans les détails. Mais c'est le petit-fils de M. Ronald Reagan, puisque sans M. Ronald Reagan, dans les années 1980, jamais les États-Unis n'auraient sans doute appuyé le mouvement taliban en Afghanistan. Et qui a provoqué le 11 septembre 2001 l'attentat terroriste et qui a provoqué aussi la réaction d'ailleurs un peu à côté de la plaque, pardonnez-moi, de M. Bush à l'époque. Donc Daesh est aussi le petit-fils de M. Reagan. Mais c'est l'arrière-petit-fils de M. Brejnev. Parce que si M. Brejnev n'avait pas décidé en 1979 d'envahir l'Afghanistan, parce que ce petit pays montagnard résistait, ne se reconnaissait pas totalement dans l'idéologie communiste, jamais M. Reagan n'aurait décidé d'aider les talibans indirectement et jamais. Voilà, donc tous les événements de notre histoire ont des effets chronologiques dont les acteurs contemporains n'évaluent jamais les conséquences futures. Et on ne réfléchit pas assez sur la conception de scénarios futurs, d'évolution future. Et ça, c'est aussi un des éléments sur lesquels je reviendrai peut-être à la fin de mon exposé. Slide suivante. Alors là, la slide pour le coup est coupée. C'est dommage parce qu'il y a un très petit joli dessin qui vous fait l'échographie de la Terre. Ça, c'est un point sur lequel je tiens à insister parce que c'est un point dont on doit tenir compte dans les enjeux du développement durable. C'est notre planète actuelle. Alors, échographie, ça vous en fait combien 7 milliards, c'est vrai, 7 milliards et quelques dizaines de millions. C'est un boom démographique sans précédent dans toute l'histoire humaine. Nous étions 1 milliard d'habitants en 1800. 1 milliard, soit 7 fois moins. 2 milliards en 1900. Nous avions doublé entre 1800 et 1900. 7 milliards 2015. 9 milliards 2050. Et sans doute 10 à 11 milliards d'habitants en 2100. Donc c'est un enjeu absolument considérable, parce que d'abord ça induit des besoins forcément automatiquement beaucoup plus forts, par exemple sur la production agricole. Si on passe à 9 milliards d'habitants en 2050, ça va impliquer le doublement de la production agricole, alors que le stock actuel de terres arables est en limite de saturation. Mais bon, il y a aussi certains pays où il y aurait peut-être des opportunités qui vont se produire, comme ici d'ailleurs. Mais voilà, donc c'est quand même un énorme enjeu que cet enjeu démographique a traité. Parce que non seulement on est passé de 1 milliard à 7 milliards, ou de 1 milliard à 9 milliards, et bientôt de 1 milliard à 10, donc on a décuplé en 3 siècles, mais les 10 milliards de personnes ne vivent plus du tout avec, alors ce n'est pas un concept tout à fait scientifique, mais on peut le comprendre quand même, mais pas tout à fait avec la même empreinte écologique. Une personne moyenne, une aspiration d'une personne moyenne de vie en 2100 d'une personne moyenne n'est plus du tout la même que celle qu'elle était en 1800. Le fait que c'était une des théories classiques du développement, c'était, je ne sais pas si vous avez étudié dans vos jeunes années comme moi, le développement selon M. Rostov, donc où on passait de sociétés un petit peu archaïques au summum du développement qui était le capitalisme américain et la possession de 3 voitures, de 4 télévisions et de 2 frigidaires. Eh bien, bon, c'était pas tout à fait ça, mais quand même, l'aspiration des classes moyennes, de toutes les personnes qui se développent, c'est d'avoir l'accès à un certain nombre de moyens de consommation et d'assurer bien sûr la santé, l'éducation de leurs enfants, mais aussi d'avoir accès à la voiture,
l'un des premiers signes de richesse, parmi les premiers signes de richesse, il y a la consommation de viande, c'est-à-dire que vous améliorez, vous changez votre consommation de viande, vous changez votre alimentation, vous la rendez accessoirement plus... Voilà, vous la modifiez, et ensuite, vous voulez acquérir une voiture, vous voulez avoir les moyens vous voulez consommer, ce qui est normal au point de vue individuel. Mais si vous cumulez ces aspirations de 10 milliards de personnes qui vivront à un tout autre niveau que les 1 milliard de personnes qui vivaient en 1800, là vous avez un grand changement. En 1800 également, il y avait 99% de gens très pauvres et 1% de gens très riches. Le balancier a aussi changé. Et donc là aussi, il y a une question importante. Donc, on est rentré dans ce qu'un économiste, Paul Crutzen, a appelé l'ère de l'Anthropocène. C'est-à-dire qu'on a muté dans une nouvelle ère géologique où l'homme, finalement, jusqu'en 1800, 1850, 1900, se contentait de s'adapter à son environnement. Il subissait. À partir de 1850-1900, il change. Il cherche à contrôler l'environnement. Il change l'environnement et il le change de façon, je dirais, de plus en plus rapide. C'est l'accélération dont je vous parlais tout à l'heure. La Terre que nous avons maintenant ne ressemble plus à celle que nous avons connue il y a 200 ou 300 ans. Et il est clair que maintenant, s'il y a des lointains descendants, je ne sais pas quelle forme elles auront, peut-être des petites fourmis dans 300 ou 400 millions d'années et qui étudieront notre passage sur cette Terre, elles trouveront notre trace. Elles se diront, quand même, à ce moment-là, quand les hommes sont passés, il y a eu le réchauffement climatique, il y a eu une extinction massive d'espèces, la 6e extinction massive d'espèces, et donc nos futurs descendants, les petites fourmis ou d'autres, se diront, ils sont quand même passés sur cette Terre. Donc on verra notre trace. Et donc on aura marqué la Terre de notre trace, et on l'aura peut-être tellement marqué qu'on va peut-être faire évoluer les choses dans une perspective où nous ne serons pas forcément capables de nous adapter, ou en tout cas de nous adapter en masse. Nous sommes dans un monde où la crise est devenue la norme, et là je vous ai mis un schéma d'un autre théoricien, d'un autre chercheur, d'ailleurs qui est un ancien, et dont j'en suis très très fier, qui est un ancien thésard de l'IRD au Niger, qui est Johan Rockström, qui a travaillé d'ailleurs je crois avec Christian Valentin, qui est dans la salle. Donc, pour vous dire que c'est quand même quelqu'un de bien. L'IRD forme des gens très bien. Et Johan Rockström a travaillé sur la notion de frontières planétaires dans un certain nombre de secteurs. Donc c'est un spécialiste de la résilience, de la capacité d'adaptation, de réaction, d'anticipation des hommes. Et il nous explique, bien sûr qu'il y a le changement climatique, qui est la grande thématique l'an dernier de la conférence de Paris, l'accord de Paris, la lutte contre le réchauffement climatique. Mais il y a aussi beaucoup d'autres secteurs dans lesquels l'homme est en train de faire évoluer les choses et dans lesquels nous sommes en train peut-être de dépasser des limites sur lesquelles nous ne pourrons pas revenir. Et donc, dès que vous passez dans le rouge, très clairement, on perd toute capacité de revenir en arrière. Et donc, par exemple, c'est très frappant en matière de biodiversité. Comme nous sommes en train d'éliminer assez méthodiquement un certain nombre d'espèces du monde animal, du monde végétal, etc., ces espèces-là, une fois que nous les aurons fait disparaître, ne reviendront plus naturellement. Et donc, nous sommes en train de perdre du capital. Nous ne sommes pas uniquement en train d'emprunter à notre terre et de lui rembourser, mais nous sommes en train de perdre du capital. Alors tout ça se fait bien sûr sous une pression extrêmement considérable, donc c'est toujours dans ce contexte du développement durable. Comment mettre en œuvre le développement durable? Comment se mettre d'accord sur un certain nombre d'objectifs? C'est dans un contexte où le développement se fait vraiment sous pression. Sous une pression forte, une pression de... Voilà, je ne sais pas comment prendre le cercle, mais dans tous les sens. Géopolitique, bien sûr, des questions de sécurité collective, de menaces collectives, des menaces qui restent toujours présentes, qui sont d'autant plus fortes qu'elles peuvent être instantanées et qu'il suffit finalement maintenant de très très peu pour constituer une menace. Autrefois, on pensait que le terroriste se munirait forcément d'une arme nucléaire pour nous menacer. En fait, il lui suffit d'entrer dans un grand magasin ou dans une gare avec une Kalachnikov, et on voit qu'il peut faire autant de dégâts
sinon peut-être pas autant, mais en tout cas qui peut faire autant de dégâts ou avoir autant d'influence sur les événements que s'il le faisait avec d'autres moyens. Différenciation croissante des Suds, évidemment, avec bien sûr des pays qui s'en sortent sur la scène internationale. On voit qu'un certain nombre de pays en développement ont complètement émergé sur la scène internationale. Ils sont aujourd'hui des acteurs majeurs. Le Brésil, l'Inde, l'Indonésie, les Philippines, tous ces acteurs nouveaux. Mais en même temps, vous avez des pays qui sont maintenant laissés pour compte, orphelins de l'aide internationale, où il n'y a plus de croissance, où parfois il n'y a plus d'État. Regardez ce qui s'est passé en Centrafrique, regardez ce qui s'est passé en Somalie, regardez ce qui se passe au Moyen-Orient, regardez ce qui s'est passé en Libye. Donc nous avons un monde finalement où les choses se sont améliorées pour un certain nombre de personnes et un certain nombre de classes moyennes. Ça tombe bien, ça a souvent été des pays très peuplés comme la Chine ou l'Inde ou le Brésil, mais aussi avec des pays qui sont restés à l'écart de ce mouvement de progrès et qui se sont parfois enfoncés. Les questions de gouvernance, les questions de contraintes financières qui restent plus fortes que jamais, avec des contrastes d'ailleurs. Notre vieux monde, nous continuons à catégoriser le monde avec la notion de pays développés, pays en voie de développement, pays à revenus intermédiaires, pays moins avancés. Mais si on regarde le monde aujourd'hui, théoriquement, si on était selon les critères OCDE, c'est toujours la Grèce et le Portugal qui devraient continuer à aider la Chine et le Brésil et l'Inde à se développer. Même si parfois il y a des difficultés dans certains de ces pays, il y a des difficultés internes, mais clairement, on voit mal comment la Grèce pourra aider le Brésil à se sortir de sa crise actuelle. Donc on n'est plus du tout dans la même configuration que celle qu'on avait il y a 30 ou 40 ans. Les problèmes de globalisation libérale. Alors on peut critiquer la mondialisation, mais elle est là, elle existe. Elle est faite d'un certain nombre d'accords internationaux qu'il ne sera pas possible de dénoncer et de remettre en cause. Elle fait aussi une partie de nos richesses. Elle fait aussi partie de certaines capacités de vie. Une toute petite illustration de ces mouvements de balancier qui sont en train de se produire à une vitesse grand V. Sur les chantiers, la construction de bateaux en Norvège, témoignage d'un ami qui est le président du CAD, du Comité d'aide au développement de l'OCDE. Et le président du CAD me disait, oui, dans mon pays, la Norvège, on construisait il y a 40 ans des bateaux, c'était superbe. Et puis alors là, il y a 20 ans, ça a été vraiment un problème majeur parce que toute la construction des bateaux ont coûté trop cher et partie en Corée du Sud. Et donc les bateaux ont été construits en Corée du Sud. Et puis là, on était content parce que la construction des bateaux, depuis 2-3 ans, elle est revenue en Norvège. Le seul problème, m'a-t-il dit, c'est qu'autrefois, quand nous employions en Norvège 4 ou 5 000 personnes pour construire un bateau, maintenant on a besoin de 3 ou 4. Et donc on est passé, et voilà, les grosses pièces d'ailleurs continuent à être fabriquées en Corée du Sud, mais on s'aperçoit que la manœuvre humaine et la pression de la mécanisation, de la globalisation fait que le problème de la valeur travail et du travail et du rapport au travail devrait être étudié aussi. Impératif de développement durable, mais ça j'y reviendrai tout à l'heure. Toutes ces pressions font bien entendu rendre difficile la construction d'une trajectoire soutenable de développement. Si vous êtes un décideur public, c'est quand même extrêmement compliqué si vous prenez en compte tous ces critères pour trouver la bonne recette pour vous en sortir. Alors face à tout cela, nous avons des agendas d'aide, donc d'aide au développement, qui ont été construits finalement autour des 3 piliers du développement durable. Les 3 piliers du développement durable, c'est le pilier économique, le développement économique, ça a été le premier, c'était la croissance du PIB, la croissance de la richesse par habitant. Le développement social, donc l'idée de lutte contre la pauvreté, l'idée d'accès à l'éducation, de la santé, et le pilier environnemental, qui est un petit peu le dernier. L'économique, c'est ce qui a forgé finalement l'époque traditionnelle de l'aide publique au développement des années 60, 70, 80. Ensuite, on s'est aperçu, notamment avec l'ajustement structurel, dans les années 1980, que les aspects simplement économiques et financiers ne suffisaient pas, qui pouvaient parfois être destructeurs du social. On a eu un certain nombre de réformes d'ailleurs préconisées par la Banque mondiale qui ont détruit parfois des pans entiers de ministères, d'éducation, de la santé. Et on s'est dit, il faut remettre le social sur le devant.
Donc on a eu une ambition sociale qui s'est notamment traduite par la fusion de ces deux agendas social et économique dans le premier agenda global international qui a été les objectifs du millénaire pour le développement, les OND, l'agenda adopté en 2000 à l'Assemblée générale des Nations Unies. 2000-2015. Et donc social et économique se sont alliés dans ce premier agenda. Et puis à côté, mais c'était à côté, et en tant que développeur d'ailleurs, c'est des gens que je croisais mais que je ne fréquentais pas. Nous n'allions pas dans les mêmes conférences, nous parlions peut-être des mêmes choses, mais nous ne parlions pas ensemble. Il y avait les collègues environnementalistes qui s'étaient notamment structurés et qui se sont structurés un petit peu avant d'ailleurs avec la conférence de Stockholm à la fin des années 70, le rapport de Gro Brundtland en 1986, donc qui est l'ancienne première ministre norvégienne qui avait fait passer cette définition du développement durable sur la terre que nous léguons à nos enfants, qui doit être la même que celle que nous avons héritée de nos parents. Et puis bien sûr la conférence de Rio, qui a été le grand événement fondateur du développement durable, et qui a été la mise en place des 3 grandes conventions des Nations Unies sur la désertification, sur le changement climatique, et j'en oublie une, et biodiversité. Donc voilà, les 3 grands piliers, on les retrouve là, et tout notre panorama institutionnel, international de l'environnemental, il est là. Et bien sûr, la conférence de Paris sur le climat découle de cette logique. Et le grand mouvement de 2015, qui est un mouvement essentiel et crucial par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est la fusion de ces 2 agendas, l'agenda des OND et l'agenda environnemental, dans un seul agenda, celui des objectifs du développement durable, celui de l'agenda, ce qu'on appelle l'agenda 2030 pour le développement durable. Alors, transformer notre monde, l'agenda 2030 pour le développement durable. Ce sont 17 objectifs. Alors après, on rentre dans beaucoup de détails. 169 cibles et plus de 230 indicateurs. Les ODD, alors c'est du droit mou. C'est effectivement pas, ça n'a pas un caractère contraignant. En droit international, en tant que diplomate, je parle sous le contrôle, madame l'ambassadrice, en droit international, il n'y a quand même pas beaucoup de droit international qui soit du droit vraiment dur. C'est-à-dire qu'il est quand même extrêmement difficile d'obliger un État à faire ce qu'il ne veut pas faire. En fait, l'un des seuls instruments un peu contraignants que nous avons au niveau international, mais qui n'est pas toujours respecté, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a un pouvoir, qui peut imposer son pouvoir sur les États. Il y a certains États, pour ne pas en citer au Moyen-Orient, qui n'ont jamais respecté les résolutions du Conseil de sécurité et qui ne s'en parlent pas forcément plus mal. Mais donc on a quand même du droit qui n'est pas du droit dur, qui est quand même du droit mou, mais c'est quand même une déclaration d'intention importante. Ce n'est pas un traité contraignant, donc voilà. Mais l'accord de Paris lui-même, celui qui dit qu'on va ralentir le réchauffement climatique à 1,5 degré au maximum, ce n'est pas non plus du droit très très dur, c'est aussi un agenda volontariste. Quelles sanctions sur les États qui ne diminueraient pas leurs émissions de gaz à effet de serre? Sérieusement, qui pense par exemple que si la Chine ne respecte pas ses engagements, on va aller la sanctionner internationalement pour ne pas respecter ses engagements, ou les États-Unis, ou même l'Europe. Donc il y a quand même un caractère de volontariat très fort, et on le retrouve naturellement dans l'agenda du développement durable. L'agenda est très intéressant parce qu'il est exhaustif, il est intégré, et puis il comprend quelques nouveautés qui ne sont pas négligeables. La lutte contre les inégalités, parce qu'on avait beaucoup parlé de lutte contre la pauvreté en 2000, et on avait un petit peu oublié la dimension lutte contre les inégalités. Et ça, c'est un facteur aussi de cohérence important. La gouvernance, qui fait l'objet d'un objectif du développement durable spécifique. L'objectif 16, les questions d'énergie, de production et de consommation durable, et aussi les océans. Donc voilà, les ODD, c'est l'alphabet des pays du Nord et du Sud. C'est les mots que nous employons maintenant dans ces ODD,
que je vous invite bientôt à lire, bien sûr à lire. C'est assez compliqué, c'est assez techno, c'est assez jargonneux. C'est résumé là assez simplement, en anglais malheureusement et pas en lao. Je ne doute pas qu'il y ait une traduction aussi lao qu'on pourra mettre en place, ou en français également, ce qui serait pas mal. C'est un alphabet, et ça veut dire que je sois d'Amérique latine, que je sois aux États-Unis, que je travaille à Singapour, ou que je travaille à Ouagadougou au Burkina Faso, je vais parler de la même chose en employant les mêmes mots. Et c'est d'autant plus important que ces 17 objectifs du développement durable sont universels. Ils ne s'appliquent pas uniquement aux pays en voie de développement. Le message est clair, nous sommes désormais tous des pays en voie de développement. Nous reconnaissons que les États-Unis, la France, le Japon, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Australie, nous sommes aussi des pays en voie de développement. Nous n'avons pas achevé notre développement durable. Nous devons donc travailler ensemble pour compléter ce que nous n'avons pas réussi ou modifier notre trajectoire de développement, celle que nous avons connue. Donc là, c'est quand même, c'est très très fort parce que ce n'est plus du tout le rapport traditionnel, compassionnel entre le bailleur qui vient donner l'argent, donc celui qui est au-dessus, celui qui donne par rapport à celui qui reçoit. Nous sommes dans un rapport solidaire dans lequel aussi les uns et les autres apprennent et nous sommes ensemble pour gérer une même planète, une seule planète, une planète une et indivisible. Et donc ça c'est très très fort comme langage et comme objectif, et c'est aussi très fort comme idéologie. Et par rapport aux idéologies nationalistes que je vous citais tout à l'heure, je pense qu'il faut qu'on bâtisse aussi un discours contre-idéologique ou idéologique là-dessus. Un discours idéologique, finalement, profondément humaniste, profondément mondialiste. Voilà, alors tout ça va sans doute répéter ce que j'ai déjà un tout petit peu dit. Donc vocation fédérée, approche. Alors un point important, c'est une approche aussi inclusive. C'est-à-dire que l'idée, c'est de ne laisser absolument personne derrière. No one left behind. C'est-à-dire que on ne met pas de côté des poches de pauvreté, d'exclusion. Au contraire, on doit essayer d'aider davantage ceux qui sont dans une situation difficile. Ça veut dire qu'on doit aider les pays en situation spéciale, en sortie de crise, les pays qui sont fragiles, les zones fragiles en priorité. C'est-à-dire qu'à l'intérieur des pays, on doit aussi s'intéresser aux populations les plus pauvres, les plus vulnérables. Et donc ça, c'est extrêmement important parce que c'est par exemple ce qu'un théoricien anglais, un économiste anglais, Paul Collier, avait appelé le milliard oublié, c'est-à-dire le milliard de personnes qui vivent en dessous d'1,25$ par jour. Eh bien, si on veut s'en sortir, si on veut que s'en sortir et que notre bateau s'en sorte, si nous ne voulons pas être le Titanic, les gens qui sont sur le haut du bateau, ceux qui ont accès à tout, ne doivent pas oublier ceux qui sont dans les cales. Parce que si on oublie ceux qui sont dans les cales, on finira tous très très mal. Et donc on a besoin de tout le monde pour redresser la courbe du bateau et ne pas foncer dans l'iceberg. Alors au-delà du financement, il y a une affirmation très forte, mais je vais y revenir ensuite, sur le rôle de la science, de la technologie et de l'innovation. Ça c'est extrêmement important. Et le fait qu'on doit bien sûr diffuser des technologies et partager nos brevets, nos informations, nos technologies, ce qu'on avait d'ailleurs déjà commencé à faire en matière de santé, avec les médicaments génériques, mais sur des tas d'autres secteurs, on doit être dans des approches beaucoup plus partageuses, entre guillemets, de solutions innovatives, et non pas de s'accaparer la propriété intellectuelle pour soi. Et c'est aussi important, sinon plus important que l'argent. Moi, si j'étais un pays en voie de développement classique, un PMA, etc., je ne viendrais pas demander de l'argent. Je viendrais discuter brevet, je viendrais discuter propriété intellectuelle, je viendrais discuter accès au marché. Le financement en tant que tel, l'argent, ce n'est qu'une convention. Ça n'apporte rien. Par contre, le savoir, la connaissance, l'accès aux technologies, les possibilités d'industrialisation, là oui, c'est là que se trouve l'ouverture. Donc les enjeux de cet agenda. Alors enjeux de civilisation, alors enjeux au pluriel, de civilisation au pluriel,
c'est clair que si on ne fait rien pour modifier la courbe de notre bateau, ce que je vous disais, la courbe de notre beau Titanic, de cette belle planète et de l'évolution qu'on connaît, ben, on va quand même droit dans le mur. Peut-être que certains s'en tireront sur les 10 milliards, mais on risque quand même de connaître un accident industriel majeur. Et donc ça, il faut pas mieux qu'on l'évite, parce qu'on serait dans une situation difficile. Un enjeu de dialogue et de convergence des scientifiques et des politiques de développement. Donc, ce que nous essayons de faire à l'IRD, Institut de recherche pour le développement, tous les jours, c'est-à-dire le grand R de recherche, le grand R de science et le grand D de développement, c'est-à-dire que les deux doivent forcément se marier et vivre ensemble. Des enjeux de mise en œuvre, de financement, bien sûr, appropriation, alignement, harmonisation, résultats, responsabilité mutuelle. Les questions quand même, alors, qui sont pour moi plus graves et plus difficiles, bon, ben, bien sûr, c'est les questions de résistance par rapport à cet agenda de changement. Des agendas néoconservateurs, de gens qui vont vous dire par exemple que le réchauffement climatique, bah, ça n'existe pas, ou que le réchauffement climatique, bah, c'est pas de ma faute, mais c'est de la faute du voisin. Donc je suis américain, mais le réchauffement climatique, c'est pas moi qui le cause, c'est le chinois. Ou des résistances, bien sûr, la question de toutes les résistances culturelles qui peuvent exister. On a défini ensemble un certain nombre de valeurs, mais comment s'y adapte-t-on ? Et bien sûr, ben, l'enjeu dont je parlais tout à l'heure, l'universalisme versus nationalisme. Et si on n'arrive pas à se mettre d'accord pour gérer collectivement ces biens communs, ces objectifs communs, si chacun dans sa petite cour veut définir ses petits objectifs à lui, nous allons droit dans le mur. Nous allons droit dans l'épuisement des ressources de notre planète. C'est extrêmement clair. L'exemple que j'aime bien citer, parce que je me réfère aussi à un de nos scientifiques de l'IRD bien connu, qui a fait de très beaux travaux sur les océans et les ressources halieutiques, qui est Philippe Curie. C'est très simplement que si on n'accepte pas des règles de partage des ressources halieutiques, des règles de pêche, des contraintes de pêche des poissons, eh bien en 2050, nous aurons un monde sans poissons. Et nos enfants, enfin nous-mêmes si nous survivons jusque-là, en 2050, nous serons tous condamnés à manger des méduses. Et je ne vous conseille pas de manger des méduses parce que franchement, c'est pas très bon. Affaiblissement des États. Donc ça aussi, c'est quand même un sujet grave. Donc je ne dis pas que cet universalisme doit se construire ou cette mondialisation peut se construire sans les États ou contre les États. Bien au contraire, l'affaiblissement des États, c'est aussi un affaiblissement de la possibilité d'agir collectivement. Nous devons avoir des représentations fortes de nos États qui travaillent ensemble, qui négocient leurs intérêts et qui négocient collectivement l'intérêt collectif. Et on le voit quand on accepte de travailler dans un sens et qu'on accepte de négocier sérieusement les choses, on arrive à avoir des résultats. Et l'accord de Paris de la COP 21 en décembre 2015, il marque un petit tournant de ce côté-là. On a pour la première fois un petit consensus qui émerge. Et donc ça, c'est aussi très très fort dans le développement de ce que nous voulons faire. Alors, insuffisance et lacunes, bon, je n'insisterai pas beaucoup, mais cet agenda du développement durable, il a un petit défaut. Les ODD, c'est que les scientifiques n'ont pas été assez consultés. Donc, il n'est sans doute pas assez scientifiquement établi sur un certain nombre de choses. Il posera des problèmes de suivi statistique importants. Il y a ce caractère bien sûr volontaire et qui n'est pas forcément... Voilà, comment va-t-on faire pour forcer les États qui ne voudraient pas l'appliquer à l'appliquer? Et puis il y a aussi des lacunes, et puis il y a forcément aussi des problèmes de cohérence des politiques. C'est un petit peu le schéma que je vous montrais tout à l'heure. Quand vous voulez à la fois développer économiquement votre population, lui assurer un certain niveau de vie, quand vous voulez à la fois qu'il y ait des infrastructures sociales, et quand vous voulez à la fois aussi protéger votre environnement, c'est parfois difficile de faire très concrètement des choix de politique publique qui soient parfaitement judicieux. En plus, avec des contraintes d'opinion publique, des contraintes d'information qui sont plus fortes que jamais. D'où la nécessité, et j'en terminerai pratiquement par là, d'où la nécessité de replacer la science au cœur de l'agenda du développement, de mobiliser les compétences et les savoirs. Car ce qu'il y a de plus précieux, en fait, et ce qu'il y a de plus important dans le monde d'aujourd'hui, c'est la connaissance et le savoir
si nous ne mobilisons pas ceci, si nous n'arrivons pas à construire des scénarios d'évolution, des scénarios positifs, des scénarios négatifs, si nous n'arrivons pas à nous projeter dans le monde en 2030, en 2050, si nous n'arrivons pas à imaginer le Laos en 2030 ou en 2050, nous n'arriverons pas à construire le futur. Donc nous devons absolument imaginer le futur ou ces futurs, et ça nous ne pourrons le faire qu'à partir de l'évidence scientifique, qui d'ailleurs elle-même on doit investir parce qu'elle progresse, et donc on doit faire progresser cette connaissance. La recherche interdisciplinaire est absolument fondamentale. Aux collègues chercheurs, je dis souvent, c'est bien sûr, il faut être le meilleur dans cette discipline, il faut publier les meilleurs papiers, mais il faut aussi travailler avec les autres. Et donc, c'est formidable qu'un économiste puisse travailler avec un géographe qui lui-même va pouvoir travailler avec un agronome. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre les choses. C'est la somme des intelligences individuelles qui fait l'intelligence collective. Et dans le monde d'aujourd'hui, c'est aussi ça que nous devons bâtir. Rôle de l'innovation. Alors, on en parle beaucoup d'innovation, mais on n'en a jamais eu autant besoin. Parce que si nous n'arrivons pas à trouver des innovations qui nous permettent de nous passer, par exemple, des énergies fossiles, pétrole, charbon, etc., nous n'arriverons jamais à atteindre les objectifs qui sont fixés par la conférence Climat Paris 2015. Actuellement, la trajectoire de réchauffement climatique, c'est plus 3 degrés, plus 3,5 degrés. Là, rien n'a changé avec l'accord de Paris. Pour l'instant, c'est du papier. Et on va commencer à changer, peut-être, à adapter certaines politiques à partir de 2020. Mais tout cela, c'est à horizon constant, à croissance constante. Donc si on ne trouve pas de solution radicale d'innovation, on n'atteindra jamais les objectifs que nous nous sommes nous-mêmes assignés. Et un monde avec un réchauffement climatique à plus 3 degrés ou plus 3,5 degrés, c'est pas du tout le même monde qu'avec le réchauffement de 1 degré, 1,5 degré, 2 degrés, que pour l'instant, comme hypothèse modeste, le Tchèque a retenu. Donc l'IRD est particulièrement mobilisé pour l'agenda du développement durable au Laos, et ça je tenais à vous le dire et à le partager avec vous. Pour nous c'est quelque chose de très important. J'en ai discuté avec plusieurs ministres, avec monsieur le ministre de la Santé, avec monsieur le vice-ministre de l'Agriculture, avec madame l'ambassadrice, avec les bailleurs de fonds, et nous travaillons les uns et les autres, enfin plutôt pas moi je ne travaille pas, je ne fais qu'écouter et essayer de comprendre ce qu'on me dit. Mais nous travaillons, l'IRD, que je représente, nous travaillons sur des sujets bien sûr liés à la santé, avec beaucoup de sujets bien sûr sur ce sujet de santé publique qui nous semble extrêmement important dans la région. Tous les sujets liés à l'agriculture et à l'eau aussi, d'observatoires environnementaux, parce qu'il est extrêmement important de comprendre ce qui se passe, donc d'avoir des observatoires qui permettent de comprendre les évolutions. C'est très important parce que l'exemple classique, par exemple, que cite Philippe Curie sur le poisson et la perception de la pêche du poisson, c'est-à-dire le pêcheur va toujours avoir l'impression que sa pêche est peut-être un petit peu moins bonne que la veille, mais finalement il peut pêcher autant ou avoir l'impression que la ressource ne disparaît pas, alors qu'objectivement elle est en train de disparaître et qu'il va peut-être pêcher d'autres espèces. Et donc si on n'a pas des observatoires scientifiques qui quantifient, qui analyse les évolutions, on perd la mémoire. On n'a plus que des photos, on n'a plus le film de ce qui se passe. Et on ne se rend plus compte peut-être de ce que le monde était avant. Et quand je dis le monde avant, c'était le monde il y a 20 ans ou 50 ans. Donc la perception que nous avons du monde, il faut l'objectiver aussi par des données scientifiques et des observatoires de longue durée. Et l'IRD est très fortement engagé sur ce sujet, avec de nombreux projets associés. Et bien sûr, nous essayons de travailler sur le partenariat mondial avec tous les nouveaux acteurs du développement. Alors, partenariat mondial, ça veut dire qu'il faut qu'on travaille tous ensemble. Bon, on est tous sur le même bateau, donc il ne faut pas que ceux qui sont sur le bateau veuillent qu'ils prennent des positions, des directions différentes. Donc, ça veut dire qu'il faut embarquer sur ce bateau les États, et bien sûr, primus inter pares, mais aussi le secteur privé, les entreprises, les ONG, la société civile, les corps intermédiaires, les individus, les richesses individuelles, les scientifiques, les chercheurs, last but not least, ils comptent aussi, ils ont des choses à dire, ils ont aussi une responsabilité sociale et responsable
et je le dis souvent aux chercheurs de l'IRD, mais aussi à d'autres, c'est important que votre savoir, vous ne le gardiez pas pour vous, que vous le partagiez. Notre rôle de diffusion de la culture scientifique, de ce que nous faisons, est fondamental. Nous n'avons pas le droit de garder l'information secrète ou l'information entre initiés. Nous devons la partager. Et ça, c'est un rôle aussi très important, notamment par rapport aussi, c'est un point sur lequel j'ai oublié de dire dans l'exposé, sur le rôle que peut avoir le scientifique par rapport aux décideurs publics. Le scientifique par rapport aux décideurs publics, bien sûr, c'est pas lui qui nécessairement doit faire les recommandations de politique publique, mais il doit mettre sur la table au moins les éléments dont il dispose, et il doit éventuellement recommander des options. Et bien sûr, il ne se substitue pas, je ne dis pas que le chercheur doit devenir ensuite l'homme politique qui décide et l'option qui doit être prise, mais au moins il doit être capable d'entrer dans le débat avec le politique au sens large, le décideur politique, le décideur administratif, pour que là aussi, collectivement, on échange sur les solutions. Donc ça veut simplement dire, voilà, et parce qu'on ne pourrait pas conclure un bon exposé dans une bonne conférence, dans une bonne citation, une citation de Nelson Mandela sur le fait que certaines choses paraissent impossibles jusqu'à ce qu'on les fasse. Et je crois qu'on m'a maintenant rajouté une citation supplémentaire, donc je vais demander de la mettre. Donc c'est une citation d'Amin Malouf. Voilà, donc c'est une citation d'espèce. Les seuls vrais combats qui méritent d'être menés par notre espèce au cours des prochains siècles seront scientifiques et éthiques. Donc ça c'est aussi absolument crucial. Et comme on dit jamais 203, Victor Hugo. Voilà, les meilleurs auteurs. Donc Victor Hugo qui avait déjà tout dit en 1860-1865 dans ses pensées. Rien n'est solitaire, tout est solidaire. L'homme est solidaire avec la planète est solidaire avec le soleil est solidaire avec l'étoile est solidaire avec la nébuleuse groupe stellaire est solidaire avec l'infini. Ôtez un terme de cette formule, le polynôme se désorganise, l'équation chancelle, la création n'a plus de sens dans le cosmos et la démocratie n'a plus de sens sur la Terre. Merci.